moi, ma doctrine pour faire du projet, pour bien faire du projet avec mes collègues des autres directions, c'est d'abord d'être crédible dans nos opérations au quotidien, à savoir le maintien en condition opérationnelle. Si on n'est pas capable de faire du dépannage, de gérer les incidents correctement, on n'est pas crédible pour accompagner nos clients et leur proposer de nouvelles façons de faire ou de les challenger sur différents projets. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSaaS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Alain. Alain qui est le DSI de la CFAM de l'Oise. Bonjour Alain. Bonjour Bertrand, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je suis super content Alain parce que Alain c'est le DSI, un DSI de 650 personnes. Alors un CPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est une délégation de service public, c'est la Sécu. On est d'accord. Et donc, du coup, on va avoir un retour d'expérience assez intéressant pour comprendre comment ça se passe là-dedans. Alain, explique-moi un petit peu ton parcours dans la CPM de l'Oise. Ça fait combien de temps que tu y es? C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Un peu le topo. Ok. Donc, moi, je suis à la CPM de l'Oise depuis maintenant 2 années, mais j'ai avant tout un parcours, je suis un pur informaticien. J'ai toujours été dans le management des systèmes d'information, d'abord dans le monde des services et puis dans des entreprises, on va dire, du secteur automobile et de la finance, pour enfin rejoindre le secteur, on va dire, de la santé auprès d'une société privée qui délivre un service public pour les assurés du territoire du département de l'Oise. Donc, notre métier au quotidien, c'est bien de maintenir aux conditions opérationnelles les systèmes d'information pour payer, on va dire, ou rembourser les assurés en cas d'arrêt de travail ou d'autres actes liés à la santé. Et puis aussi d'accompagner les directions métiers au sein de la CPAM de l'Oise dans les projets de transformation. Ok. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que d'être un DSI local, alors que d'habitude, on voit plutôt le DSI France, le DSI Espagne, le DSI, mais dans une structure en fait française où les DSI sont régionalisés ou départementalisés, c'est ça? Tout à fait. On a cette particularité en France au sein au sein de l'assurance maladie. Il y a tout en haut de la pyramide, il y a la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, avec un directeur des systèmes d'information national qui dicte la politique et la stratégie nationale. Et dans chaque département, on a un DSI local, chose que je suis pour l'Oise. Ok. Et par rapport à cette organisation, ton retour sur les points positifs et les points négatifs d'avoir des DSI comme ça répartis territorialement, parce que du coup, ça crée aussi une agilité, mais une complexité. C'est quoi? Alors, il y a du bien et du moins bien. Le bien, c'est qu'on a un grand réseau où on peut échanger entre nous parce qu'on a tous les mêmes problématiques, on va dire, avec des contraintes qui peuvent être différentes en fonction du territoire, en fonction des organisations locales. Mais globalement, on a tous les mêmes missions. Donc là-dessus, il y a de l'entraide, il y a de la partage de connaissances. Mais il y a aussi le côté négatif, c'est qu'il y a de la compétition entre les différentes caisses, puisqu'il y a un classement annuel des caisses qui est établi par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et bien évidemment, on est noté sur la façon dont on délivre les processus ou les services auprès des assurés. Ok. Donc, Donc, quelquefois, on cache un peu, ou on ne dit pas tout à nos collègues sur comment on a fait tel ou tel projet. Ok, donc là on revient dans les problématiques organisationnelles relativement classiques au final. Si on a plein de fois le même poste, il faut avoir un baromètre Tout pour à se, fait, pour se exactement. gérer. Et par contre sur les points positifs, ce que vous avez dit en fait, c'est une communauté de pairs qui est proactive et qui peut avoir des opinions différentes sur telle ou telle façon de. Et quand ça fonctionne super bien. Tout à fait. Aujourd'hui, on est purement dans le collaboratif, hein, on échange entre nous, même incluant
ce qu'on appelle le DDSI, donc le directeur des systèmes d'information nationale. Il y a de l'échange actuellement au travers d'outils collaboratifs pour se partager ensemble des informations ou avoir des réflexions communes sur des orientations à venir. Ok. Et est-ce que en fait, vous avez un poste de direction du coup qui n'est plus isolé puisque vous avez une communauté en interne? Tout à fait. On est une communauté, comme peut-être une communauté relations clients au sein de l'assurance maladie. Ok, super. Bon, et donc du coup, par rapport à vos enjeux de cette année, la CPM en 2020, elle a été, ça a été un sacré challenge. Ça m'intéresse de savoir comment on le vit de l'intérieur, comment la DSI, en fait, face à ce flux et ces demandes quand même qui ont dû exploser, comment vous avez géré et quels ont été les enjeux? Ça a été une année riche 2020. On est tout de suite passé en situation de crise dès le mois de mars, en tout cas pour l'Oise. Cette situation de crise, ça veut dire qu'on a déclenché notre plan de continuité d'activité pour continuer nos activités auprès des assurés, qui sont nos clients, tout en gérant, on va dire, la crise Covid, parce que rappelez-vous, le département de l'Oise, ça a été là où il y a eu les premiers clusters. Donc, il a fallu, on va dire, déployer rapidement en mode télétravail alors nous on n'appelle pas ça des collaborateurs, mais des agents avec des PC fixes, chose qui n'était pas simple, puisque l'assurance maladie était, on va dire, on avait 80% d'ordinateurs qui étaient des ordinateurs fixes. Donc, la mobilité n'était pas trop dans nos gènes en 2020. Depuis, ça a bien changé grâce aux dotations de l'État. Donc, le premier challenge a été de mettre tout le monde en mode télétravail jusque fin avril. Nous y sommes arrivés grâce au bon travail de l'ensemble de l'équipe de la DSI, mais aussi grâce à la bienveillance on va dire, de nos clients en interne. Et puis ensuite, une fois que tout ce petit monde était en télétravail, on a repris au fur et à mesure nos activités projets, ce qui nous a apporté un nouveau souffle, puisqu'on sortait, on va dire, du mode où on était en mode pompier. Ouais, bien sûr. Donc, on a repris nos activités projets, alors toujours avec le distanciel, donc pas forcément des relations comme on les connaissait auparavant avec les différents métiers. Il y a des projets qu'on a écartés, qu'on a mis en stand-by, et des projets qu'on a continués. Et surtout, 2020, ça a été un accélérateur, comme dans beaucoup d'autres entreprises, sur des projets qu'on ne pensait pas digitaliser, enfin des sujets qu'on ne pensait pas digitaliser, qu'on a pu mettre en œuvre, parce que la crise faisait que c'était indispensable de le faire. Ok, non mais clairement. Donc après avoir été dans l'exécution à balle pour pouvoir juste gérer une situation d'urgence, vous avez réussi à vous mettre en mode projet avec les équipes. Et donc du coup, expliquez-nous un petit peu comment c'est organisé aujourd'hui. Qu'est-ce que ce changement aussi de distance vous a permis de tester comme méthode de travail par rapport au projet SI et la relation avec les métiers aussi par rapport aux opérateurs, aux agents, excusez-moi, qui sont un peu partout. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué de travailler ensemble. Alors, la gestion de projet, alors, ce qu'on essaye de faire et de mener, c'est, alors d'une part, nous, pour faire du projet, enfin, moi ma doctrine, pour faire du projet, pour bien faire du projet avec mes collègues des autres directions, c'est d'abord d'être crédible dans nos opérations au quotidien, à savoir le maintien en condition opérationnelle. Si on n'est pas capable de faire du dépannage, de gérer les incidents correctement, on n'est pas crédible pour accompagner le projet, enfin pour accompagner nos clients, leur proposer de nouvelles façons de faire ou de les challenger sur leurs différents projets. Ça c'est le premier point. Après, le deuxième point, et c'est ma méthode, c'est d'avoir un dialogue régulier avec chaque direction, pour d'une part leur donner du feedback sur les différents projets sur lesquels on travaille pour eux. Ça ne remplace pas la réunion projet, c'est vraiment, on prend un peu plus de hauteur et on rebalaye le portefeuille de projets ou d'activités pour chaque direction. À quelle fréquence? Semestriel à trimestriel. Là, en 2020, on était plutôt sur du semestriel. Donc, donner du feedback sur les activités et puis aussi se poser et avec le responsable directeur de la direction concernée, éventuellement faire des arbitrages par rapport à des, on va dire, à des points de blocage,
des projets qu'on mettrait en stand-by parce qu'il y a une réglementation qui est sortie et qui est bien plus prioritaire à traiter qu'un projet qui était en cours. Et puis aussi éventuellement, en dernier lieu de cette réunion, de se poser et puis d'écouter notre client par rapport aux perspectives à venir côté métier. Ok. Mais sur ça, déjà, j'entends plusieurs choses. Il y a un rythme qui est quand même, enfin, semestriel, c'est pas non plus soutenu. Et ensuite, il y a une question de priorisation ou de repriorisation. Quels sont les challenges? Enfin, le fait de se faire ça semestriellement parlant, est-ce que vous avez déjà vu des limites liées au fait que du coup, refaire un point sur ces projets-là tous ensemble, c'est quand même long et chronophage quand voilà, il faut remettre tout le monde dans le bain. Et le second point, c'est comment vous y prenez pour que la priorisation et le pilotage du coup par la valeur puissent se faire dans des conditions, on va dire, d'échange et de communication constructive et saine. Alors, bien évidemment, on parle des principaux projets, on ne parle pas des activités, des petites, on va dire des petites évolutions, on parle des principaux changements et des Bien projets sûr. majeurs. Ça d'une part. Après, ça ne remplace pas non plus la réunion projet que le chef projet doit animer avec l'équipe projet. Là, on prend vraiment de la hauteur sur des projets stratégiques ou sur des projets qui sont à faire et qui apportent de la valeur, comme des projets de dématérialisation, par exemple, qui peuvent être longs, qui impactent les organisations, où on met en place de nouveaux processus, et puis qui sont souvent transverses à une ou plusieurs directions. Ok, donc en fait aujourd'hui vous traitez les projets qui sont complexes en termes d'organisation, parce que ça touche des gens, coûteux, ou qui pourraient avoir un très gros impact et qui du coup réglementaire, etc. Donc Tout c'est les à fait. principaux projets. Après, on est aussi dans un secteur d'activité où, et surtout ça s'est surtout accéléré en 2020, hein, où le contexte réglementaire a beaucoup évolué tout au long de l'année. Et quand le président de la République ou le ministre de la Santé annonce un nouveau dispositif, il faut le mettre en œuvre. Et nous, on se doit de le déployer localement. Et quelquefois, ça vient chambouler tout notre planning projet qui était prévu sur plusieurs mois. Ok. Et ok, très clair. Et ça veut dire qu'en fait, vous avez des clients internes et en fait, le client externe, vous avez des améliorations à lui fournir, mais aussi vous avez un donneur d'ordre qui peut arriver et complètement changer la donne dans votre roadmap de portfolio, quoi. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, comment vous faites dans ce cadre-là où les orientations peuvent changer ou comment vous faites pour que les agents travaillent avec vous de manière proactive, hein, que la relation avec les personnes sur le terrain puisse être constructive et qu'ils aient le temps de s'impliquer aussi? Parce que j'imagine qu'ils sont quand même souvent sous l'eau et pressurisés aussi par le fait du nombre de choses à faire. Oui, c'est comme partout. En fait, comment on fait? On rediscute entre nous, déjà d'une part avec la direction projet, les responsables de service et autres. Éventuellement, on en débat en CODIR, avec éventuellement en amont une discussion avec le directeur général pour définir des arbitrages. Et on va dire, on replanifie l'ensemble des projets par rapport à un alignement par rapport à un alignement stratégique local ou alignement stratégique national. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est toujours une discussion au niveau du comité de direction. Ça s'arbitre au niveau du comité de direction pour que ensuite toutes les équipes se mettent en marche pour aller toutes dans la même direction. Ok. Et de manière concrète, les collaborateurs aujourd'hui par service, hein, par rapport aux problèmes qui remontent, comment vous arrivez à définir les besoins qu'ils ont, quel temps vous vous donnez avec eux, c'est quoi les formats d'échange que vous avez online ou offline, hein? Alors, c'est un peu comme partout, malheureusement, j'ai envie de vous dire, le monde idéal n'existe pas. Ça se fait soit au travers de ces comités, soit il y a aussi un processus de prise de commande projet qui existe où on va dire on a un département qualité organisation qui va rencontrer nos collègues dans les différentes directions pour faire une étude de cas, un cadrage en fait,
se dire s'il y a un intérêt ou pas à aller au bout du projet. Et puis, donc il y a des projets qu'on abandonne, enfin, il y a des idées qu'on abandonne et il y a des idées pour lesquelles on se dit, OK, en codir, ça vaut le coup de démarrer un projet. Donc ça, c'est notre phase. Ou autrement, on a aussi un outil de gestion de la demande mais qui est peu utilisé aujourd'hui au sein de la CPAM de l'Oise. Ok. Et aujourd'hui, c'est une question que je me pose souvent. Les collaborateurs qui sont impliqués, qui sont en dehors de la DSI, mais dans l'amélioration de la qualité de service, des workflows de fonctionnement ou autre, est-ce qu'ils le font comment ils arrivent à se libérer du temps en fait pour pouvoir le faire vraiment de manière poussée, quoi? Est-ce que c'est parce que leur responsable en fait les encourage à le faire et fait en sorte que leur planning soit, on va dire, aménagé pendant une période? Est-ce que non, c'est toujours un plus? Est-ce que c'est quoi le fonctionnement pour aussi garantir au métier, enfin aux collaborateurs, une capacité d'action? Alors, à la CPAM de l'Oise, on a la chance d'avoir une direction qui, par moment de l'année, laisse du temps pour réfléchir à de l'innovation. Par exemple, en 2020, dès le mois de septembre, on a lancé plusieurs groupes de travail avec différents thèmes. Et en fait, à chaque thème, il y avait une problématique, bien évidemment, par rapport au contexte. Et puis, donc, c'est composé des groupes structurés avec des volontaires de différents métiers et de différentes fonctions au sein de l'entreprise. Et puis, donc, chacun des groupes a pu se réunir virtuellement ou en présentiel à l'époque pour discuter, échanger sur les problématiques et puis élaborer des pistes éventuellement de solutions souhaitées à mettre en œuvre. Et à chaque fois où il y avait, on va dire, où les systèmes d'information étaient impactés, il y avait une personne de l'équipe qui participait, on va dire, à l'atelier ou qui l'avait intégré d'une part pour écouter, et puis ensuite pour échanger plus en détail sur ce qui est possible, pas possible par rapport à nos contraintes, par rapport aux exigences. Et puis ensuite, on a pu de ce fait faire des propositions de cadrage à la direction générale. Et la direction générale, en CODIR, elle a été, c'est-à-dire, OK, ça c'est un bon sujet, on y va, ou celui-là, on verra plus tard. Ok, d'accord. Donc vous avez quand même créé une capacité en fait d'avoir du temps en fait, tout simplement. Ah oui, 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 tout à fait, c'est indispensable. Ouais, ok, trop cool. Et aujourd'hui, par exemple, un nombre de projets gérés, vraiment projet, c'est quoi? C'est une dizaine, vingtaine, trentaine? À la DSI, Ouais, on est plutôt dans une petite quinzaine. ok. Quinzaine avec plutôt réparti, on va dire, en termes de nombre de jours de manière homogène ou il y a deux, trois projets qui prennent 80% et le reste. Non, il y a beaucoup de. Sur les quinzaines, on va dire, il y a 60% de projets de taille moyenne, et puis 20% de projets importants, et puis 20% de tout petits projets. Ok, d'accord. Et tous ces projets-là sont avec un responsable ou un chef de projet métier ou pas? Alors, on essaye dans la mesure du possible, en effet, d'avoir un binôme à chaque fois. Donc un chef de projet côté système d'information. Et puis, bien évidemment, le client qui doit être présent aussi pour s'assurer qu'on va dans le bon chemin et faire en sorte que ce soit co-constructif ensemble. Ok. Et les solutions, du coup, dans les projets là, que vous mettez en place, à quel moment, en fait, ça peut revenir dans le groupe des DSI internes? Comment, en fait, les expériences des uns ou les projets peuvent être dupliqués? Comment se joue cette harmonisation-là? Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment un dictionnaire des standards au sein de l'assurance maladie. Par contre, comme on se le disait tout à l'heure, les échanges collaboratifs qu'on peut avoir avec nos pairs au niveau national font qu'on s'échange, en tout cas avec la crise, on a énormément échangé sur les besoins exprimés par les différentes directions métiers, au travers d'outils collaboratifs, tout simplement.
Donc ça d'une part. Et puis après, en tant que DSI, enfin, il y a des sujets où on sent qu'il faut qu'on remonte l'information pour pas ne faire, pour ne pas créer, on va dire, une brique du système. Enfin, moi, j'évite de créer des briques du système, on va dire, de faire du shadow IT par rapport à ce que la CNAM attend de nous. Donc là, typiquement, il y a deux projets qui ont été exprimés localement, qu'on est allé défendre au niveau national, c'est-à-dire qu'on les a tout simplement présentés. On n'était pas sûr d'avoir la validation ou le go pour aller plus loin, et puis on a réussi à défendre notre copie, et ils nous ont dit, allez, on y va. Donc, ils nous ont laissé carte blanche. Mais j'ai déjà aussi vu d'autres sujets où on nous a dit, non, il est un peu trop tôt par rapport à cette idée. Ok, d'accord. Donc en fait, ça reste un gentleman agreement de savoir si oui ou non ces projets-là, il faut les faire remonter par remonter. Puis après, c'est plutôt communautaire pour échanger de bonnes pratiques. Mais il ne va pas y avoir un workflow de nous, on a développé cette brique-là, on l'a mis dans tel endroit avec comment on l'a fait, etc. Le cahier des charges. Ah, si, ça existe aussi, hein. Ça existe Ok. aussi, mais là, on est plus dans le. Enfin, ça existe aussi beaucoup. Enfin, c'est surtout pour les systèmes applicatifs cœur de métier, assurance maladie. Sur les systèmes cœur de métier, là oui, mais sur les systèmes périphériques, pas forcément. Tout à fait, voilà. Ok. Et sur les systèmes périphériques, hein, est-ce que dans la CNAM, vous avez donc des utilisateurs dans les services clients, etc., qui eux aussi ont envie, voient des solutions sur le marché en SaaS et viennent vers vous en disant nous, on a vu cette solution-là, on aimerait bien la mettre en place, etc. Ou parce que en fait, c'est une délégation de service public ou parce qu'un historique, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est exactement pareil. On n'est pas différent des autres. Alors, il y a un peu moins de shadow IT que ce que j'ai pu voir quand je travaillais dans d'autres secteurs. Mais cependant, aujourd'hui, on va dire, il y a une pression qui est saine sur nous pour aller vite, hein, pour déployer rapidement. Alors, ce qu'il y a de différent par rapport dans d'autres entreprises, c'est qu'au sein de l'assurance maladie, il y a ce qu'on appelle une communauté des développeurs qui met à disposition sur un catalogue, on va dire, national, l'ensemble des applications qu'ils ont développées localement et qui les mettent à disposition des autres organismes. Et comme on a tous le même métier et tous les mêmes processus globalement, quand on a un besoin local qui n'est pas couvert par une application nationale, le premier réflexe que l'on a là depuis maintenant 2 ans, c'est d'aller vérifier dans ce catalogue si ce besoin est couvert par une application locale. Si oui, on prend contact avec l'organisme, on fait une démo, et puis si c'est OK, on déploie localement. Ok, donc aujourd'hui, en fait, une des façons d'avoir un peu limité les risques de duplication de solutions, etc., c'est d'avoir créé un catalogue avec les DSI des départements ok. Et aujourd'hui, vous, la latitude pour intégrer les solutions SaaS avec les métiers pour répondre à leurs problèmes, elle est grande, elle est faible parce que vous êtes sur un domaine qui est quand même très réglementé. Comment est-ce que le SaaS aujourd'hui, vous en bénéficiez pleinement ou en fait, comme c'est réglementé, c'est quand même encore aujourd'hui compliqué? Alors, ça reste encore un milieu très fermé, hein. Le système d'information assurance maladie cœur de métier, il est clairement en interne. Bien sûr. Pour des raisons on manipule les données, on va dire, personnelles. Donc, d'une part, il y a la réglementation là-dessus, et en France, tout n'est pas encore bien clair là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'on ne peut pas sortir. Par contre, on consomme des services SaaS on va dire, pour des besoins périphériques. Mais encore une fois, sans non plus faire n'importe quoi, parce que il y a des exigences de sécurité qu'il faut respecter, bien évidemment. Et puis de par les métiers, enfin, de par les données qu'on manipule, qu'on soit sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc, alors, il y a tout un processus au sein de l'assurance maladie pour qualifier les besoins et de se dire, OK, ce projet, il est candidat à aller dans le mode SaaS ou pas. Ok. Mais Donc, bon, on consomme tout de même des services SaaS, hein, ça se fait. ouais. Et ceux-là, mais est-ce que ils sont loin en fait de la donnée sensible?
ou est-ce que non, c'est des solutions ça, c'est extrêmement spécialisées par rapport à votre secteur? Alors, ils sont plutôt très loin de la donnée sensible. Ok, ils sont plutôt très loin de la donnée sensible et donc du coup, c'est possible de les utiliser parce Tout que… à fait. Ok, d'accord, super. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, voilà, à ces contraintes-là, etc., vous êtes en train de passer d'une organisation SI, on va dire, Builder Buy, à vraiment plutôt assembly, c'est-à-dire assembler les services entre eux. Comment vous voyez cette évolution par rapport à ces enjeux de rapidité, vous me l'avez dit, c'est-à-dire on est de plus en plus pressé, donc en fait, on est obligé de plus en plus preneurs de solutions existantes, les intégrer, etc., tout en étant dans un secteur réglementé, complexe. Comment vous voyez cette évolution-là? C'est ce qui fait la difficulté de notre métier. C'est qu'il faut aller vite, mais on a aussi beaucoup d'applications en interne qui sont cœur de métier, qui dialoguent peu avec l'extérieur. Alors c'est ce qui fait la complexité, ce qui fait que notre métier est aussi très intéressant. Moi, de mon point de vue, ça va pas assez vite. Enfin, on n'est pas encore assez ouvert vers le monde extérieur, enfin, vers l'Internet, hein, tout simplement. C'est pas des sujets qui sont simples à mettre en œuvre, mais des raisons d'interopérabilité avec des partenaires comme des hôpitaux, comme des centres pénitentiaires, par exemple. Aujourd'hui, on a des difficultés à échanger des données. C'est pas forcément productif parce qu'il faut faire des échanges de données dit sécurisés. Ça manque de portail, ça manque d'outils, on va dire, industriels ou industrialisés. Donc, nos équipes travaillent dessus. Bon, ben voilà, les solutions arriveront, dans le meilleur des cas, fin 2021, par exemple. Alors que ça fait déjà 2 ans qu'on attend après. Très, très clairement, mais c'est forcément complexe et puis faire évoluer une SI coûte extrêmement cher. Donc, si on est sur des ROI sur un an, ça limite la capacité d'action, ça c'est sûr. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous, les évolutions du secteur de la santé avec des solutions comme Alan, comme Doctolib, comment vous voyez en fait ce secteur se développer? Qu'est-ce que ça implique pour une DSI ou des DSI comme vous dans les CPM? C'est quoi le futur en fait selon vous? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est bien sûr on gère l'exécution, mais on le fait dans une vision du monde, une vision et de l'architecture qu'on propose dans les organisations. Qu'en fait doit coller à cette vision-là. Comment vous voyez les choses? Bah, pour nous, enfin moi, je vois ça comme une opportunité. Là, par exemple, avec la vaccination, l'assurance maladie fait des appels sortants vers les assurés. Nos équipes utilisent les outils mis à disposition par Doctolib et d'autres. Ça nous permet d'aller très vite. Aujourd'hui, ce que fait Doctolib, on n'est pas capable de… Enfin, autant consommer un service comme Doctolib plutôt que de passer des mois à essayer de refaire la même chose. Donc, pour moi, moi, je vois ça comme des opportunités. Ça nous permet de déployer des processus ou de faire perdurer nos processus vers l'extérieur, tout en utilisant des services, on va dire, éprouvés, qui sont validés par le national, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec des échanges de données sécurisés. Donc, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'acteurs de ce type sur le marché, certifiés ou validés par la CNAM ou par l'ANSSI. Pour qu'on puisse travailler avec eux et puis déployer au plus vite de nouveaux services pour les assurer et aussi pour nos partenaires. Ok. Et ça, du coup, par rapport à l'architecture de votre SI, sur la capacité à gérer et à avoir vraiment cette interopérabilité de la donnée ou autre, est-ce que le chemin il est clair pour arriver à créer ce côté, votre DSI à vous, à un mode API first, en fait, au final? Comment vous voyez ce chemin-là? Est-ce qu'il est déjà dessiné? Est-ce que on est au tout début? Est-ce que… Alors, on en est plutôt au tout début. Ça se met en place. On a de plus en plus même si ce n'est pas encore en nombre assez suffisant, mais on a de plus en plus d'échanges de données, on va dire, industrialisés, et puis pour réemployer le terme que vous avez employé avec les API. Cependant, le niveau de maturité n'est pas encore celui qu'on peut connaître, par exemple, dans le monde de l'automobile. On a du retard. On a du retard là-dessus. Ok. Mais bon, c'est l'évolution que vous voyez et que vous présagez avec tout ça. Tout à fait, Ok. c'est indispensable. Indispensable. D'accord. Et comment, si on revient sur les projets avec les métiers,
Comment vous avez réussi à les embarquer? Vous m'avez parlé de vraiment un projet qui avait vraiment permis de mettre le pied à l'étrier et de vraiment faire en sorte que les métiers se lancent. Vous pouvez en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Tout simplement, on a pu leur prouver d'une part sur des projets innovants, mais sur un domaine fonctionnel assez restreint, qu'on était capable de les accompagner, de leur apporter des solutions. Donc, on a fait la théorie des petits pas, hein. Et puis, quand les autres directions ont vu que ça apportait des résultats, que ça les aidait dans leur efficacité opérationnelle. De ce fait, il y a eu des nouveaux besoins qui ont émergé et avec de ce fait de nouveaux projets. Et on va dire, on a eu un carnet de commandes un peu plus enrichi que ce que nous pensions initialement. Et là, comment vous avez géré le fait de ne pas provoquer de la frustration? Parce que Bah, c'est vraiment un des soucis, hein, c'est le fait de garder le positif qui a été créé et ça reste quelque chose de toujours un peu précaire, hein. des frustrations, malheureusement, il y en aura toujours. Il faut faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. En fait, ça réside d'une part déjà par la priorisation. Tout ce qu'on peut faire passer, tout ce qui est simple et qu'on peut faire passer rapidement, on l'envoie dans l'usine système d'information. Et puis ensuite, les gros sujets, là, on revient à l'arbitrage en comité de direction et avec le directeur général pour faire passer les bons sujets dans le bon ordre. Et c'est toujours par rapport à, il y a la voix du client, il y a aussi la voix du client interne, et par rapport aussi aux aspects, on va dire, réglementaires, et par rapport aux ressources qui sont impliquées sur les différents projets pour s'assurer qu'il n'y ait pas un conflit de ressources à un moment donné ou un manque de disponibilité des ressources. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y aura toujours des frustrés, hein. Ouais, non, bien sûr, on peut pas. Ça, on peut pas. Un point plus, on va dire, pilotage par la valeur. Si vous deviez vous noter un petit peu le groupe de décideurs que vous êtes, etc., et la capacité à vraiment piloter par la valeur de manière collaborative, etc., tout le monde a l'ensemble des éléments, vous arrivez à avoir une transparence là-dessus et aussi à décider vraiment factuellement. C'est en train d'arriver. Nous, on n'en est pas là parce que dans tous les cas, voilà, le legacy et le quotidien est encore trop important. De toute façon, les urgences, on les connaît. Comment vous noterez ça? Alors, on n'est pas une société commerciale, hein, on vend pas des voitures, donc nous, nos clients, ils seront toujours là, hein, les assurés seront toujours là, on n'en perdra pas, c'est la chance qu'on a. Donc, la notion de valeur n'a pas la même valeur que dans une société, on va dire, commerciale. Cependant, pour venir de grands groupes automobiles, c'est comme ça que nous procédions. J'ai essayé d'appliquer en partie la même méthode au sein de l'assurance maladie pour l'Oise. Voilà, c'est pas encore un succès parce qu'il y a une conduite du changement à mener aussi avec le comité de direction. Euh, donc on n'en est pas encore, on n'a pas encore pu aboutir au résultat que moi je m'étais fixé. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est plutôt à 50%. Il y a toujours comment dire, des notions ou des critères qui font qu'on va faire tel ou tel projet qui ne sont pas forcément très scientifiques. Euh, euh, mais du moins, on essaye aussi de rester aligné sur les objectifs, on va dire, qu'on se fixe au niveau annuel pour la CEPAM de l'Oise. Ok, ok. Bon, c'est en construction, hein, c'est normal, hein, comme, Mm. comme toutes les équipes et tout, mais c'est intéressant. Voilà, vous avez du coup voilà, un passé sectoriel différent, donc vous pouvez aussi juger, voir des courbes d'apprentissage collectives. Ok. Si vous aviez un conseil à donner à Wallen qui prend son poste de DSI à SAPM il y a quelques années, ça serait lequel? De chasser les a priori, parce que l'assurance maladie, c'est très dynamique, plus qu'on ne le pense, avec énormément de secteurs et d'activités différentes, d'être à l'écoute de ses clients. Ça me semble indispensable, quel que soit le domaine ou l'entreprise dans laquelle on travaille. Et puis aussi
surtout actuellement et dans ce secteur dans lequel je suis aujourd'hui, aussi de faire de la veille active vers l'extérieur pour savoir ce qui existe en termes de services SaaS ou autres. Et Et puis, comment vous continuez à apprendre comme ça, à faire cette veille, à rester au courant des choses dans le cadre de vos missions, comment vous y prenez? alors moi, personnellement, c'est en échangeant avec mes pairs, d'une part, au sein du réseau. Ok. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, dans le dispositif de l'État, il y a la DINUM qui produit pas mal de services pour les différents services de l'État. Et puis autour de la DINUM, il y a pas mal aussi de prestataires qui gravitent. Il y a l'UGAP qui a négocié des contrats pour l'ensemble des services de l'État. Et au travers de ces différents dispositifs, il y a des fournisseurs qui proposent des solutions. Ouais, sur l'UGAP, ça vous aide vraiment? Alors, ça aide vraiment sur les prix ou sur sur la veille? Non, oui, ça aide vraiment parce que les fournisseurs qui sont référencés UGAP savent aussi venir nous voir pour nous proposer les offres qu'ils proposent, Ok. se faire connaître, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis après, il y a ma propre veille que je fais au travers de mes différents réseaux ou selon nos envies par rapport à des problématiques ou par rapport à ce qui se fait ailleurs pour se tenir informé. Là, typiquement, on va commencer une veille sur l'intelligence artificielle et ce que ça pourrait apporter. En fait, la réflexion qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre au sein des différents services des chatbots pour éviter, on va dire, de mettre derrière chaque question un humain à des questions qui sont posées très fréquemment. Voilà, alors pour nous à l'informatique, je le conçois assez. Pour des questions très opérationnelles dans les différents secteurs métiers, ça me paraît être une question super intéressante et si on arrive à trouver au moins un élément de réponse, derrière il y a de l'efficacité qui pourra être mise en œuvre et qui apportera d'énormes gains à la collectivité, on va dire. Ok, très clair. Et peut-être une dernière question pour finir. J'aime bien essayer de voir ça. C'est si aujourd'hui vous aviez un budget supplémentaire, je sais pas moi, disons quelque chose de fou, 1 million d'euros, vous l'utiliserez comment? Oh, c'est une très bonne question. Je pense qu'utiliseur, je sais pas. Là, vous me prenez de court sur votre question. Aujourd'hui, alors je l'utiliserai, c'est pour aller chercher du service en tout cas. C'est une très bonne question, Bertrand. Aujourd'hui, on est dans un monde où, on est dans une ère où les outils collaboratifs qui sont mis, les choix d'outils collaboratifs qui ont été faits sont pas forcément super performants. Donc, de ce fait, le partage de connaissances et la mise en réseau de l'intelligence collective au sein du réseau assurance maladie existe, mais le choix d'outils n'est pas, on va dire, n'est pas le plus, n'a pas été le plus pertinent. Donc ça, c'est le premier secteur peut-être que je rénoverai. Et puis après, donc c'est tout ce qui tourne autour de la digital workspace, principalement. Ok. Et puis après, il y a toujours des services de toute façon à dématérialiser soit pour nos assurés, soit pour nos partenaires, et pour lesquels il faut apporter vite des réponses. Donc ce serait aussi certainement mettre ce budget sur une sur 2-3 axes importants du cœur du système d'information. Ok, merci, c'était super intéressant. Merci pour tout, Alain. C'était top de pouvoir vous interviewer. Merci Bertrand. Bon, mais c'était super sympa d'avoir Alain. C'était super intéressant. J'ai vraiment adoré. Comme toujours, n'hésitez pas à partager le podcast CIO Révolution. Ça nous aide énormément, surtout sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. Et puis, contactez-nous si vous avez des idées de DSI. Allez, ciao.